On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Bizarre Sisters. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à toi Lucie. Coucou. Tu nous l'as fait en mode demi? C'était pas prévu, mais ouais, tu m'as inspirée. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode. Alors on s'est dit c'est l'été. Donc, qu'est-ce qui se passe l'été dans Harry Potter? Eh bien, spoiler alerte, Harry se retrouve Et ta-da-ta-ta, les Dursley. chez les Dursley. À quelle adresse, Lucie? Au Cat Pivot Drive. Et ensuite? Little Whinging, Surrey. Ouais. Parfait. On va se retrouver pour un épisode spécial sur les Dursley. Alors, on s'est concentré sur le couple parental, Vernon et Pétunia. Parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à dire déjà, beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer pour ce couple de Moldus. Et voilà, ça va être un bel épisode, on a beaucoup de choses à dire, donc let's go. Lucie, pour commencer cet épisode magique, bien qu'il soit moldu, j'ai envie de te proposer de reprendre tout simplement la première phrase de Harry Potter à l'école des sorciers. Parce que Ah. quand on y pense quand même, Monsieur et Madame Dursley, c'est les deux premières personnes qui sont introduites dès les toutes premières phrases du premier tome de Harry Potter. D'ailleurs, c'est les tout premiers mots. Est-ce que tu te souviens de cette première phrase du premier livre? Alors, j'y ai pensé quand j'ai fait ma préparation et j'avais la flemme de prendre ma liseuse et de sortir de mon livre actuel pour aller dans le premier, etc. Mais j'y ai pensé très fort, donc je la connais pas exactement par cœur, mais l'idée c'est Monsieur et Madame Dursley étaient deux personnes tout à fait normales, Dieu merci, ou quelque chose comme ça, merci bien, Quasiment. ou ordinaire. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Parfaitement normaux, pardon. Parfaitement normaux. Merci pour eux. Ouais. Ouais, je pense que moi, étant donné que j'ai 150 Harry Potter, un en langue étrangère, la phrase, je la connais plutôt bien. Et c'est vrai que c'est marrant parce que avant même d'introduire quelques personnages que ce soit, c'est avec les Dursley qu'on passe la majorité du premier chapitre. Et ça plante un peu le décor, en fait, finalement, de ces deux personnages, ce couple qui va élever Harry. J'ai envie vraiment qu'on prenne un petit temps, Lucie, pour analyser cette première phrase, parce que je pense que rien qu'en une phrase, finalement, ça partage énormément de choses sur qui sont les Dursley, finalement. Ouais, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit on passe la majorité du premier chapitre avec eux. J'ai envie de dire majorité des premiers chapitres Ouais. avec eux. Parce que dans tous les livres, à quelques exceptions, on commence avec les Dursley. Par exemple, pas dans le 6, par exemple, pas dans le 4, mais effectivement, au début de chaque premier tome, généralement, ça commence dans un chapitre avec les Dursley et Harry qui s'ennuie profondément. Ouais, carrément. Ce que je voulais mettre en avant, c'est que on attend très longtemps avant d'introduire un autre personnage que Pétunia, Vernon et Dudley, en fait, sur le premier chapitre. Tu vois? Je pense que ça Mm. arrive au milieu du chapitre où ben, il y a Dumbledore qui arrive, puis McGonagall, puis Hagrid, puis Harry. Donc, Ouais. on se retrouve quand même avec eux pendant un sacré moment dès le début. On se dit, tiens, c'est qui ces gens trop chelous? Et d'ailleurs, pas du tout chelous, hein, plutôt normaux. Ouais. Alors justement, tu vois, quand on prend cette phrase, moi je trouve ça hyper intéressant. Déjà, ils annoncent avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Donc déjà, ça signe quelque chose sur lequel on va revenir plus tard, mais c'est cette obsession de la normalité. Et, ils peuvent pas juste être normaux, mais vraiment le dire haut et fort, presque un peu avec une peur maladive qu'on les prenne Mm. pour quelque chose qui n'est pas dans le cadre, quoi. Ouais. Donc ça déjà, en général, ça cache quelque chose. On voit aussi que justement la fierté pour eux vient du fait d'être dans une forme de conformisme social.
avec, ben, on le verra après, mais la maison impeccable, le mode de vie en banlieue, avec une routine bien huilée, etc., etc., et où ils valorisent énormément l'apparence beaucoup plus que l'authenticité. Et finalement, leur Mm, fierté vient pour eux de cette forme de conformisme. J'aime bien aussi le merci pour eux, qui est assez mm. surprenant, surtout dans un livre pour enfants, je trouve. Le sous-titre, un peu, ça serait quoi pour toi, derrière ce merci pour eux? Comment est-ce que tu l'expliquerais à un enfant? Bah, ce serait ils sont et heureux de l'être ou et ils l'affirment ou quelque chose comme ça. Ouais, moi, je le vois presque comme une forme un peu de... Tu sais, un truc qui coupe court à toute contre-défense. Genre vraiment une défense contre Ouais, toute c'est vrai. forme de remise en question. En mode, bah c'est comme ça. Tu vois un peu? Mm, Genre, venez surtout pas nous déranger avec vos excentricités. Un peu un truc agressif-passif, tu vois. mm. Et vraiment, c'est en mode, bah on refuse tout ce qui est différent. Ça, pareil, en fait, c'est des caractéristiques qu'on va retrouver, dont on va parler. Mais déjà, ce truc, cette obsession pour la normalité, ce conformisme exacerbé, ce refus de tout ce qui est différent. Et puis, dernière chose, le contrôle de l'image. En fait, on voit dès le départ qu'ils veulent contrôler leur image à tout prix. Ouais, C'est pas qui ils sont qui compte, mais ce qu'ils montrent aux autres. totalement. Donc, cette première phrase donne vachement envie de les connaître. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Merci pour ça. Effectivement, moi, Alice vous l'avez dit là, dans un épisode, quand on fait notre préparation, on fait chacune de notre côté et on se dit un peu les grandes lignes juste avant l'épisode. Et effectivement, je voulais parler de l'ordinaire et je m'étais marqué, dès le début du premier livre, ils sont dépeints comme une famille moldue, normale et ordinaire. Donc effectivement, ils cherchent à rester aussi loin que possible du monde de la magie et de tout ce qui pourrait les relier aux sorciers, mais aussi et surtout avant ça à tout ce qui n'est pas dans la norme. Je voulais juste rappeler rapidement le canon qu'il y a dans les livres de la description physique ou effectivement un peu plus niveau compétences de Pétunia et Vernon. Au niveau de Pétunia, mais effectivement, elle va être mince, blonde, avec un cou 2 fois plus long que la moyenne. Il est dit aussi qu'elle a un visage chevalin. Ça veut dire quoi pour toi? En forme de tête de cheval. Ouais, Non, c'est ça. oui, c'est en fait, c'est avec. C'est pas la mâchoire prognate un peu? Bah, je sais pas exactement, j'ai essayé de chercher justement une définition plus précise de visage chevalin et globalement c'est qui se rapproche de l'anatomie du cheval. Et alors, est-ce que tu penses que Fiona Shaw et la nouvelle actrice de Pétunia ressemblent à une tête de cheval? Alors pour le coup, non, pas trop. Comme on l'a dit au début de l'épisode, elle est mère au foyer, enfin femme au foyer. Elle est très maniaque de la propreté. Elle espionne ses voisins, elle se compare beaucoup, mais ça reste une mère aimante. Et au niveau de Vernon, c'est un grand homme massif qui n'a pratiquement pas de cou, contrairement à Pétunia, qui possède une moustache de belle taille de couleur noire. Il a des cheveux bruns séparés par une raie bien nette. Et il travaille, comme on disait, dans une usine de perceuses. Et personnellement, je trouve qu'il est un peu carriériste. Ouais, carrément. Peut-être qu'on peut enchaîner avec l'étymologie des Dursley, Lucie, si tu veux. Ouais, moi, pas grand-chose, juste déjà le nom de famille Dursley. Il faut savoir que c'est une ville du... Alors, je sais pas comment le prononcer. Du Gloucestershire. Gloucestershire, je crois. Ok. Et donc, c'est une ville que l'autrice J.K. Rowling, elle a visitée quand elle était enfant et elle l'a détestée. Et je crois qu'elle a eu une phrase dans une interview un jour, quelque chose comme ça, en mode je crois que les habitants de Dursley doivent pas beaucoup m'apprécier, quelque chose comme ça. Alors moi, j'ai pas les mêmes informations exactement. Donc effectivement, c'est Ah une oui? ville qui est entre Gloucester et Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre. Mais par contre, c'est près du lieu de naissance de l'auteur. Ah d'accord. Et ce qu'elle disait, c'est que c'était pas associé à cet endroit en particulier, le fait de donner ce nom de famille, mais c'est qu'elle aimait bien la sonorité. Et en fait, c'était plus la sonorité qu'elle avait retenue que le fait que ce soit quelque chose, enfin que ce soit un lieu qu'elle aime pas ou quoi. C'était pas lié au lieu. Je me suis beaucoup inspirée pour préparer mon épisode du livre audio Les Archives du Monde Magique, qui est disponible sur Audible et qui reprend beaucoup de choses qui viennent de Pottermore. Ok, bah moi cette info pourtant je l'avais trouvée sur le wiki.
Eh bien, peut-être que tout dans le wiki n'est pas 100% sûr. Bon, en tout cas, on a deux infos différentes. Mm. En tout cas, ce qu'elle disait, c'est que ouais, le mot Dursley, pour elle, ça lui évoquait des personnes qui étaient bourrées de préjugés, réactionnaires, incultes, avec un esprit étriqué et sectaire. Et du coup, bah, en gros, tout ce qu'elle détestait, quoi. Donc ça lui évoquait ça en termes de sonorité, plutôt. Ok, c'est intéressant. Bon, au niveau de Dursley, j'ai pas grand-chose de plus. J'avais juste le nom Evans, qui est donc du coup le nom de jeune fille de Pétunia et Lily, qui vient du vieux gallois Evan et qui signifie jeune guerrier. Ok. Voilà, pas grand-chose à ajouter là-dessus. Et après, la dernière étymologie que je suis allée chercher, c'est, je ne sais pas si Alice, tu le sais, mais le pétunia, c'est aussi une fleur du même nom. Donc du coup, je suis allée chercher le langage des plantes et des fleurs. Toi aussi? Non, mais je veux bien Non? savoir. Ok. Bon, j'ai trouvé des infos inutiles pour, pour le truc. J'ai vu, les pétunias sont des plantes herbacées généralement annuelles, à poils glanduleux. Elles peuvent faire elles peuvent faire jusqu'à 1 mètre de haut. Ah, donc c'est des fleurs avec un long cou, comme pétunia. Exact, exact, bien vu, bien vu. Mais non, sinon, dans le langage des fleurs, pétunia peut avoir des significations variées. Et là, vous allez voir, vous allez la reconnaître directement. Ça va de la colère et du ressentiment à l'amour non partagé, ou même la paix et la tranquillité. Et là, j'ai vu ça et je me suis marquée dans ma préparation en gras, enfin en majuscule avec plein de points d'exclamation. C'est elle! D'un côté avec sa sœur et Harry, et de l'autre avec Vernon et Dudley. C'est totalement elle. C'est dingue. Enfin, on savait déjà de base que J.K. Rowling était très renseignée sur plein de choses et elle adore les origines, par exemple les noms latins, les noms français, etc. Elle s'en inspire pour ses personnages, mais elle s'est aussi inspirée du langage des fleurs, là, clairement. Je suis allée voir un peu plus en détail, du coup, pour citer quelques informations, quelques significations possibles du pétunia. La colère et le ressentiment, comme je disais. Le pétunia peut être utilisé pour exprimer des sentiments de frustration ou de colère, parfois de manière subtile, notamment en référence à un amour non partagé. La paix et la tranquillité. Dans certains contextes, le pétunia peut aussi symboliser la paix, la sérénité, l'harmonie, surtout le pétunia blanc apparemment qui représente l'innocence et la pureté. L'amour non partagé. Le pétunia peut être utilisé pour exprimer des sentiments non réciproques. Obstacle. Le pétunia peut symboliser un obstacle ou une difficulté. Simplicité et pureté. En particulier, le pétunia sauvage est associé à la simplicité et à la pureté dans certaines cultures. Et dernière symbolique, euh, la beauté. Plus généralement, le pétunia est apprécié pour sa beauté et sa capacité à embellir les jardins. Et donc, voilà, la signification précise du pétunia peut varier selon la couleur de la fleur, le contexte dans lequel il est offert, la relation entre celui qui offre et celui qui reçoit. Et on va en parler du coup plus tard dans la suite de l'épisode. Mais effectivement, tous ces points-là, moi je trouve qu'ils correspondent tout à fait à l'attente de Harry. C'est vrai. Ah, c'est incroyable. Je savais pas tout ça. Ok. Et Vernon, t'as trouvé des trucs? J'ai pas cherché plus que ça, mais du coup non. Moi, j'ai juste vu que elle avait choisi un prénom qu'elle trouvait normal. Pas mal. J'aime bien d'ailleurs le petit clin d'œil justement en lien avec la normalité où à la fin, enfin dans Harry Potter 7, quand ils sont attrapés par les Snatchers, comment on dit, les rafleurs en français, Ouais. Harry, Ron et Hermione, Harry il dit qu'il s'appelle Vernon Dudley. Ouais. J'aime bien. Tu dis Vernon ou Vernon toi? Moi je dis Vernon, puisque je trouve que Vernon c'est vraiment moche. Ouais, je suis d'accord. En faisant une petite recherche rapide, le prénom Vernon, d'origine française, signifie aulné ou aulne, l'arbre, qui est dérivé du mot celtique verne, qui signifie l'aulne. Il peut Hmm. avoir une origine latine apparemment aussi, verno, qui signifie printemps ou florissant. Ah, bon ça me parle pas. Ouais, moi non plus, j'avoue, là. Bah tiens, du coup, Lucie, on peut peut-être faire un tout petit point sur les acteurs. Bah déjà sur les acteurs qui ont joué Vernon et Pétunia dans les films. Donc Fiona Shaw et Richard Griffiths. Qu'est-ce que t'en penses, toi,, de ces acteurs?
Bah, après, moi, j'ai découvert Harry Potter avec les films, donc pour moi, c'est eux. Et je sais pas, je trouve ça marrant. Toujours trouvé ça un peu étonnant, comme en fait, physiquement, ils sont l'opposé total. Fiona Shaw, du coup, elle est très fine, très élancée, très coquette, machin, alors que Vernon, c'est quelqu'un de beaucoup plus costaud, même si ça se voit qu'il soigne son apparence. Je sais pas, il donne des airs de... Il s'en fiche. Notamment, il y a une scène que j'adore dans Harry Potter 5, Quoi, tu vas dans pas le dire? film. J'en ai fait une reprise récemment à Alice. Petit bêtisier. C'est au moment où, donc du coup, après l'attaque des trackers, Harry revient avec Dudley et que Vernon est en train de manger, je sais pas, du miel ou du Nutella ou je sais plus quoi, de la confiture dans le frigo avec sa cuillère. Il est vraiment en mode je m'en fous et je fais ce que je veux et tout ça. Et c'est un peu l'opposé de Pétunia que je vois bien manger avec le petit doigt en l'air. Ouais, c'est clair. Mais, mais du coup, je trouve que c'est quand même des très bons acteurs. Ils jouent très bien bah, le couple Dursley, tout simplement. Ouais, et puis je trouve que Fiona Shaw, elle joue bien la Pétunia aigrie. Ouais, Enfin, ça me parle bien, tu vois. Et Vernon, je le trouve par moments quand même vraiment très caricatural. Mais c'est ouais. vrai que j'avoue, je suis assez attachée à ces acteurs quand même. Et ouais, du coup, tu penses quoi des nouveaux acteurs pour la série? Bah, ils font plus jeunes, après, à voir comment est-ce qu'ils vont être maquillés. Ils font plus jeunes. L'acteur qui va jouer Vernon est beaucoup moins costaud. Mm. Après, à voir si, pareil, ils vont le maquiller et compagnie pour le rendre un peu plus gros. Je ne sais pas. Mais je sais pas. En tout cas, ils ont une alchimie qui match plus que les deux originales, je dirais. L'alchimie entre eux, tu veux dire? Ouais. C'est vrai qu'entre eux, il y a de l'alchimie. Par contre, je trouve que... Enfin, moi, ils s'éloignent un peu de... je les trouve trop beaux pour Pétunia et Vernon, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Par contre, effectivement, l'âge, c'est voulu, tu sais, dans le nouveau cast, de prendre des Oui, ouais. acteurs qui ont l'âge réel des personnages. Et en réalité, Petunia et Vernon, ils sont plus censés avoir autour de 30 ans que 50 ou plus, quoi. Un tout petit peu plus quand même, mais effectivement, ils sont censés être plus jeunes que ce qui est dans les films. 19 plus 11, si je dis pas de bêtises. Enfin, parce que Lily et James, enfin Lily, ah oui, elle est un peu plus jeune que Pétunia. Elle doit avoir 2 ans, Oui, Lily, 3 ans. Mais Lily, elle est morte à 19 ans quand Harry avait 1 an. Donc 19 plus 10, ça fait 29. c'était 19 ans. Ouais, donc du coup, ça veut dire que normalement, par exemple, Rogue devrait avoir 29 ans, Ouais, ça, ouais. Mia devrait avoir 31 ou 32, quoi. Et ouais, Pétunia, peut-être qu'elle a même 35 quelque chose comme ça, mais pas forcément beaucoup plus, quoi. Ouais. Ok. Ok, eh bien, nous verrons ce que ça donne, hein. On attend les prochains, les prochaines révélations. J'ai envie de te proposer un petit quiz, Lucie, du coup, rapide, mais quand même, ça me semblait pas mal de faire un petit quiz. Alors, j'ai élargi un peu à toute la famille Dursley. Ok. Alors, on commence facile. Quel est le nom de famille de Pétunia, de son nom de jeune fille? Evans. Ouais, tu l'as dit en plus tout à l'heure. Ouais. Bon, l'adresse des Dursley, pareil, on l'a dit, donc je vais pas te la poser. Quel est le métier de Vernon? Il travaille dans une usine de perceuse. Ouais, même il dirige, je crois, une entreprise de perceuse. Ok. Et le métier de Pétunia? Elle est femme au foyer. Eh bien, alors, elle a fait quelle formation? Ah, elle a fait une formation de dactylographie. Oui, t'as bien fait ta recherche, toi. Quel est le nom du collège où Dudley va aller? Ah, euh, je me rappelle plus, mais c'est Saint quelque chose, je crois. Alors, non, Saint-Brutus, c'est autre chose. Oui, non, ça c'est pour Harry, ouais. Hmm. Mais c'est pas aussi Saint quelque chose? Non, ça commence par Je un sais plus. Par un quoi? S. Je sais plus. C'est un nom qui fait très anglais. C'est Smelting. Ah ouais, ok. Quelle est la ville où a grandi Pétunia?
Ah, je me rappelle plus, je sais que du coup c'est la même que là où Rogue a grandi. Mhm. Euh, la première lettre? C. Attends! Oh mince! Non, je sais plus. Ah, je sais plus. C'est le chemin du tisseur! Non. Non. L'impasse du Tisserand, c'est le nom de la rue dans laquelle habite Snape. Tu es presque. Tu changes quelques mots, ça marche. Mais l'impasse du Tisserand, c'est l'adresse de Snape dans cette ville, de Rogue dans cette ville-là, effectivement. Et du coup, c'est le nom du deuxième chapitre de Harry Potter 6. C'est ce que j'allais te demander un peu pour t'aider à t'orienter là-dessus. Cette ville, on y met les pieds dans 3 chapitres au total différents dans tous les Harry Potter. Dans les souvenirs de Rogue? Oui. Donc le chapitre 33, le récit du prince. Ouais, Oui, on est des tarés, on connaît les chapitres par cœur. surtout toi. Ensuite, je ne sais plus, Alice. Quand ils se retrouvent chez Rogue, quand Bellatrix et Narcissa vont chez Rogue, et ils se retrouvent dans cette ville dans le troisième chapitre de Harry Potter 1, les lettres de nulle part. Et en fait, à un moment, ils se retrouvent dans un hôtel un peu miteux. Et l'adresse sur l'enveloppe dit le nom de la ville. Et c'est comme ça qu'on apprend qu'ils reviennent en fait dans la ville où est née, enfin où a grandi Pétunia. Ah, je me rappelle pas. Cette ville, elle s'appelle Carbone-les-Mines. Ah ouais, Mm. Voilà. Et donc tu m'as effectivement, eu, au début, pendant leur péripétie, ils vont dans un hôtel à Carbone-les-Mines. effectivement. Ensuite, autre question. Comment s'appelle la sœur de Vernon? Alors, tout le monde appelle Tante Marge, mais je crois que c'est Margie ou Marjolie ou quelque chose Je comme crois ça. que c'est Marjorie Dursley, mais on peut dire Marge. Et Ok. de qui est-elle secrètement amoureuse? De son voisin Qui qui s'appelle? s'appelle Harold. Ah mais non, c'est colonel quelque chose qu'elle l'appelle. Pense à ses chiens. Bah oui, je sais, mais je sais plus. C'est pas colonel... Si, colonel, coup, colonel Courtepatte. Ah, ok. Et parce que c'est quoi le type de chien qu'elle élève? C'est des bulldogs. Ouais, pour ça je te disais, pense à ses chiens. Les bulldogs, ça a des courtes pattes. Mnémotechnique. Et comment s'appelle son chien préféré? Tu veux une goutte de cognac? Gnu, 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 gnu. Mais je l'ai relu il y a pas longtemps, le 3. Je sais plus. Molaire. Lucie, bah alors? Molaire. Bon, j'avoue, un peu sorti du cadre, c'était sur les Vernon et Pétunia. Et quand même, là, tu me déçois un peu. Oh non, c'est si triste. Bon, allez, on va terminer avec une question sur Dudley pour ce petit quiz. Est-ce que tu peux me citer au moins un prénom de sa bande de copains? Il y a Pierce, non? Ouais, très bien. C'est celui qu'on voit dans le 1, celui-là, qui vient au zoo. Ouais. Je sais plus les autres. Il y a Pierce, Denis, Malcolm et Gordon. Ok. Voilà. Ok, bon bah écoute, un score un peu moins bon que d'autres que d'autres quiz qu'on a pu faire, mais ça va, tu t'en sors quand même pas trop mal. Mm. Alors maintenant, je vous propose qu'on écoute Lucie qui va nous plonger dans l'histoire des Dursley. Et peut-être qu'on peut commencer avec Pétunia, du coup, puisque l'histoire commence quand même centrée autour d'elle dans la timeline Harry Potter en tout cas. Ouais. Du coup, Petunia Evans, la sœur aînée, comme on le disait, de Lily. Quand Lily, elle reçoit sa lettre d'admission à Poudlard, donc Pétunia est un peu plus âgée, elle n'a pas 11 ans, donc Pétunia n'a pas reçu sa lettre, mais Pétunia va envoyer une lettre au directeur de Poudlard, qui est Albus Dumbledore à ce moment-là, pour lui demander à entrer dans l'école de sorcellerie et de suivre les cours, même étant une moldue. Évidemment, pour certaines raisons évidentes, encore une fois, Dumbledore n'accepte pas.
et il va lui refuser ça. Juste avant ça, Lucie, faut pas oublier quand même quelque chose de super important, c'est que Pétunia et Lily, en tant que sœurs, elles étaient très proches. Elles étaient décrites comme vraiment super complices, proches et tout. Et, euh, et effectivement, après, il va y avoir un enchaînement d'événements qui vont les séparer. Et d'ailleurs, ben, on sait que justement le fait que Lily devienne une sorcière, ça va en faire partie. Mais moi, j'ai envie de te demander, d'après toi, c'est quoi la cause première de la jalousie de Pétunia pour toi? Bah, Ou c'est le fait que, sa rancœur? que, que Pétunia, elle, n'ait pas reçu sa lettre. Enfin, c'est OK pour moi que Lily ait reçu sa lettre, mais c'est pas OK que elle, Pétunia, ne l'ait pas reçue. Moi, je me pose la question parce qu'il y a quand même plusieurs éléments qui pourraient être des déclencheurs de cette jalousie slash amertume slash rancœur. Il y a effectivement le fait que Pétunia est une moldue et Lily une sorcière. Mais ce que je me dis aussi, c'est qu'il pourrait y avoir l'amitié que Lily crée avec Séverus. Parce que du coup, étant donné qu'elles étaient super complices, super proches, et que Lily se trouve quelqu'un qui lui ressemble plus parce que c'est un sorcier, et qu'elle va passer plus de temps avec Séverus, ça peut créer de la jalousie aussi pour Pétunia. Et puis, troisième chose, il y a le fait justement qu'elle écrive à Dumbledore et qui lui dit, ben non, tu peux pas venir à Poudlard. Et moi, je me demande s'il n'y a pas une forme de honte aussi d'avoir reçu cette réponse-là, en fait, de sa part. Alors, pour moi, par rapport à ce que tu dis, peut-être qu'effectivement, l'amitié entre Lily et Séverus, c'est quelque chose de plus, mais pour moi, c'est clairement pas l'élément déclencheur. Pour moi, le vrai élément déclencheur, c'est la réponse de Dumbledore. Parce que c'est clairement à partir du moment où elle a reçu la réponse négative de Dumbledore qu'il y a vraiment quelque chose qui bascule en elle et qui se dit, mais en fait, à partir de ce moment-là, elle appellera sa sister, sa sœur, un monstre. Oui, oui, c'est vrai, bah oui. Mais après, c'est aussi parce que Lily, elle a lu la lettre de Dumbledore et qu'elle en fait part à Pétunia, tu vois. Donc j'ai la sensation qu'en fait, c'est plus compliqué que juste de la jalousie, que sa sœur soit une sorcière et elle une moldue. Je pense que s'il y avait eu que ça aurait pu être compliqué, mais que potentiellement, enfin, ça aurait peut-être pu, malgré tout, se continuer, tu vois. Et je pense qu'il y a Mm. vraiment, bon, effectivement, cet élément de s'être pris, en fait, un refus, un non pour aller à Poudlard. Mais pour moi, je pense que aussi le fait de l'amitié avec Séverus, d'ailleurs, tu vois, quand elle en parle dans Harry Potter 5, c'est au tout début, quand il y a les détraqueurs et tout, et que Ouais. Edward Vernon, il dit c'est quoi les détraqueurs? Pétunia, elle évoque Severus, même si à cette époque-là, on ne sait pas que c'est Severus et on pense que c'est James. Mais elle l'évoque, elle dit oui, c'est ce qu'il lui a dit, cet horrible garçon, en parlant Mm. de Rogue. Mais du coup, moi, je pense que c'est un truc en plus, tu vois, qui vient jeter aussi de l'huile sur le feu. Enfin bref, on sait pas. Mais j'ai la sensation qu'il y a quand même plusieurs éléments déclencheurs, en tout cas à cet âge-là. Oui, sans doute. Après, clairement, effectivement, le fait que sa sœur soit différente et qu'elle ne puisse pas être dans la même différence que sa sœur, ça l'a clairement rendue jalouse et ça a fait un tournant encore une fois chez elle. Et après, j'ai j'ai envie juste de mentionner la loi de l'attraction et le fait que, en fait, ce que tu penses, tu l'attires à toi. Et donc, du coup, enfin, clairement, elle commençait à avoir du négatif parce que sa sœur était différente, parce que ses parents euh, étaient admiratifs. Euh, et donc, du coup, elle a commencé à voir qu'effectivement, Lily parlait avec Séverus, que ceci, cela. Et donc, du coup, ça s'est rajouté. Et au bout d'un moment, ça faisait beaucoup, quoi. Ouais. Ouais, du coup, voilà un petit peu le début de l'histoire de l'amour et la haine que Pétunia a envers sa sœur. Elle est un petit peu, ouais, entre répugnance et admiration au final pour Lily, via ses pouvoirs, parce que on voit qu'elle est fascinée, par exemple, dans les souvenirs de Rogue et au moment où on sait que bah, Lily peut faire revenir des fleurs fanées, par exemple, les faire revivre. Pétunia est admirative et en même temps, elle va réagir avec répugnance parce que sans doute, voilà, c'est de la jalousie et
Elle est triste de pas pouvoir être différente elle aussi. Mm, totalement. Si tu devais décrire Pétunia en quelques adjectifs. Ah. Jalouse, aigrie, rancœur, et puis culpabilité, mais ça, je vais réexpliquer pourquoi après. Ok. Et toi? Moi, j'aurais rajouté ressentiment à ta liste, mais sinon, Oui. je suis d'accord. Ok, trop cool. Et ben ouais, ça met bien le décor en tout cas par rapport à Pétunia. Et peut-être que maintenant, Lucie, tu peux nous en dire plus justement sur la rencontre entre Pétunia et Vernon. Comment est-ce que ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. J'étais là, j'étais aux premières loges. Justement, Non, je vous tends le micro, Maya. ah, c'est super. Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, Pétunia, elle va suivre des cours de dactylographie à Londres et elle décroche un poste dans un bureau et c'est là où elle rencontre Vernon, qui est décrit comme étant l'homme le plus ordinaire qui soit. Euh, Tiens, il y a une question que t'as pas posée dans ton quiz. Est-ce que tu sais comment Lily surnomme sa sœur? Ah non? J'ai trouvé l'info sur le wiki, je le savais pas non plus. Vas-y. Apparemment, elle la surnomme Tuni. Ah mais oui, oui, oui. C'est dans le chapitre du Récit du Prince. Ok. Ouais. Pétunia, elle craint la réaction de son fiancé s'il découvre que Lily est une sorcière. Et donc du coup, parce que entre-temps, il a demandé, Vernon a demandé Pétunia en mariage dans le salon de ses parents, machin. Et donc du coup, quand Lily est en septième année, Pétunia bah, dit à Vernon que sa sœur est une sorcière. Et elle lui demande par contre de pas en tenir compte. Ouais, et en fait, ce qui est intéressant quand même dans justement dans la rencontre entre Pétunia et Vernon, et puis tout ce qui se joue entre eux. Alors moi, j'aime bien le fait que Pétunia trouve. Alors, il y a deux éléments qui sont mentionnés dans les archives du monde magique. Je me permets de compléter ce que tu as partagé. Il y a le Vas-y, deuxième vas-y. partagé, effectivement, qu'elle le trouve entre guillemets délicieusement normal, Ouais. et qu'elle trouve que c'est un modèle de virilité. Ah, j'avais pas cette info. Qu'en penses-tu? Chacun sa définition. Ouais, ok, d'accord. D'accord, très bien. On va rester là-dessus alors. Et ouais, ouais, effectivement, elle avait très Comment peur. ça? Oui, oui, non, mais oui, on est d'accord, quoi. Ok. Et effectivement, Pétunia avait très peur de la réaction de Vernon, sachant qu'il détestait déjà des choses qui dissonnaient, du genre un costume noir avec des chaussures marron, ce genre de choses. Et du coup, elle avait très, très, très peur de Ouais. sa réaction au fait que sa sœur était une sorcière. Mais il a dit qu'il lui promettait de ne jamais lui reprocher, malgré le choc qu'il avait eu. C'est vrai. Il y a un certain dîner qui s'est passé après. Est-ce que Alice, tu veux nous en parler? Eh bien oui, la rencontre entre les deux futurs maris des sœurs. Donc il y a eu un petit double date. Pétunia Vernon, Lily James. Comment dire que ce fut un repas, quel est le qualificatif? Catastrophique? Je pense que ça Ouais. correspond bien. Euh, Mm. parce que, ben voilà, déjà, il faut imaginer James et Vernon en face à face. Je pense que déjà, on se donne une petite image de ce que ça peut donner. Et en gros, James s'est moqué de Vernon. Vernon a voulu rabaisser James en lui demandant la marque de sa voiture. Donc James s'est empressé de lui parler et de lui décrire en détail son balai de course, ce qui ne peut évidemment que énerver Vernon et son amour de la normalité. Et du coup, Vernon continue de balancer que les sorciers vivent des allocations chômage, etc. Et James qui reste en mode provoque en disant que il a un coffre rempli d'or sous les pieds de Londres, etc. Et évidemment, ça crée un gros contraste. Vernon, il sait même pas si James se moque de lui ou pas. Et finalement, Mm. Petunia et Vernon s'en vont de manière assez brutale du restaurant et laissant Lily très triste de cette rencontre. James, du coup, se sent un peu honteux et on sait effectivement qu'ils ne se sont plus jamais... Enfin, il n'a pas... non, pardon, ils se sont revus, mais il n'a jamais eu l'occasion de se rattraper. Alors, moi, j'ai pas exactement la même info. Le dîner, j'ai les mêmes infos. Mais pour moi, j'avais vu que Vernon, du coup, voulait impressionner James avec sa voiture, etc. Que James parlait du ballet. Mais évidemment,
ça se passe pas comme ce qu'ils voulaient, et donc ça dégénère, et les deux hommes sont éjectés du restaurant, et Lily fond en larmes. Ok, bah ça, enfin, j'aime bien ta version aussi. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est un point tournant. Pétunia refuse de continuer à vivre dans l'ombre de sa sœur, donc elle lui tourne le dos. D'ailleurs, elle refuse que Lily soit sa demoiselle d'honneur à son mariage, ce qui Et crée, Lily va repleurer. ouais, ce qui crée encore beaucoup de tristesse pour Lily. Et au mariage, ils les ont quand même invités, je pense, parce que la pression des parents, etc. Mais ils n'ont même pas parlé Mm. à Lily et James. J'aime bien le genre de petits détails qu'on connaît comme ça que Vernon, Ouais. pour parler de James, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'autre sorcier ou quelque chose comme ça. Alors, il le traite de magicien amateur. Magicien, ouais. Voilà, et en fait, ils vont plus jamais revoir Lily et James après leur mariage parce qu'ils vont refuser d'aller à leur mariage. Euh, Ouais. et puis, en fait, petit à petit, Pétunia va devenir de plus en plus comme Vernon en se coupant complètement de tout ce qui peut avoir attrait à sa sœur. Ouais. Moi, j'ai juste une petite précision. Alors, encore une fois, est-ce que du coup, c'est vrai ou pas? Mais qu'effectivement, après le mariage des Dursley, des couples ne se côtoient plus. Par contre, les deux sœurs restent en contact épistolaire. Il y a une dernière lettre de Lily qui annonce à sa sœur la naissance de son fils. Apparemment, Pétunia jette la lettre à la poubelle. Oui, donc je pense que contact épistolaire, c'est un peu exacerbé comme manière de parler. Je pense qu'elle a juste envoyé un faire-part et qu'il s'est retrouvé dans la poubelle. Peut-être. En tout cas, c'est clair qu'on peut se rendre compte que vraiment il y a vraiment un tabou qui est posé autour de Lily pour Pétunia et que ça devient Ouais. un peu son secret honteux. Mm. Mais juste, on sait qu'il y a quand même un contact parce que dans une lettre qui est adressée à Sirius, on sait que Pétunia a offert à Lily un vase pour Noël, à un moment. C'est vrai, t'as raison. Effectivement, j'avais oublié ça. Donc il y a quand même un contact. Mais ça reste encore des mystères, tu vois, que Pétunia offre un vase à Lily, Ouais, que les Dursley offrent des cadeaux à Harry, du genre une chaussette, une vieille chaussette de Vernon, un une sein. allumette. Bah oui, mais tu vois, ça reste des trucs un peu bizarres. Donc Ouais. après, ça peut être aussi un jeu pour elle, pour eux, j'imagine bien Vernon et Pétunia en mode trouvons le truc le plus laid, le plus moche possible à envoyer à Lily. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai envie de faire un parallèle avec un épisode qu'on a déjà fait. Un parallèle, en fait, avec Horace Le Gorn. Parce que, finalement, je pense que Pétunia, elle se retrouve avec ce secret dont elle veut pas parler à propos de Lily, comme s'il y avait un tabou et tout. En fait, il y a quand même une forme de culpabilité. C'est ce que je disais tout à l'heure, une forme de culpabilité à avoir exclu Lily de sa vie. Parce que, bah, elles étaient très proches, etc. Et finalement, à s'être retrouvée dans le rôle de la méchante, mais comme si elle s'en voulait de ça, mais qu'elle le dit pas franchement ouvertement et que elle garde elle essaie de garder la farce de la farce. Elle essaie de garder la face. C'était pas vraiment le bon mot pour parler de Pétunia. Elle essaie de garder la face par rapport à ses émotions inconfortables. Et pour moi, je fais un lien justement avec Horace Le Gorn, qui a cette culpabilité d'avoir avoué quelque chose à Voldemort et qui essaie de le cacher, d'en faire Ouais. un secret, d'en faire un tabou, et limite de l'oublier lui-même. Et je pense que ça représente quand même beaucoup de personnes, tu vois, qui se rendent compte qu'ils ont fait une bêtise, mais qui osent pas la réparer, peut-être par peur Ou d'admettre leur... juste l'avouer aussi. Ouais, mais par peur, tu vois, justement, d'admettre bah, qu'ils ont eu tort, de reconnaître ça, etc. Et je crois qu'il y a un gros lien, là, pour le coup, entre Slughorn et Pétunia. Et remarque, c'est une thématique récurrente, parce qu'on pourrait dire la même chose avec Percy, tu vois, qui a pas osé se rendre compte qu'il avait tort par rapport à sa famille. Bon, finalement, il le fait à la fin, tout à la fin, pendant la bataille de Poudlard, mais il y a quand même quelque chose, tu vois, qui est récurrent, et c'est des choses, je pense, qu'on retrouve chez beaucoup de personnes, ce truc de pas oser admettre qu'ils ont fait une bêtise, tu vois. Alors que finalement, euh, Ouais, c'est ils vivent Slughorn, Pétunia avec ce poids toute leur vie, alors que si jamais ils en avaient parlé, ils auraient pu ben, rattraper le truc et peut-être vivre les choses beaucoup mieux. mm. Ouais, c'est vrai. Merci pour le parallèle. Du coup, si vous voulez écouter l'épisode sur Slogan, c'est l'épisode 17. Toujours pour la page pub.
Non, non, mais t'as tout à fait raison. Donc, on arrive justement à ce fameux premier chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers, où notre cher Albus Dumbledore dépose petit Harry sur le palier des Dursley, sachant que donc la dernière communication qu'ils ont eue, c'était cette fameuse lettre que Lily a envoyée pour annoncer la naissance de Harry. Et Pétunia va se retrouver face à son neveu sur le pas de sa porte, accompagné juste d'une lettre. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc, ouais, le 1er novembre 1981, Pétunia, en ouvrant sa porte, découvre un bébé sur le seuil de la porte. Dans la lettre, Albus lui explique le lien du sang. En fait, c'est le seul endroit où Harry sera protégé de Voldemort, des mange-morts, etc. Le couple Dursley décide donc de garder bébé Harry, par contre en lui cachant toujours sa nature de sorcier. Toute l'enfance de Harry, Pétunia va le traiter comme un paria. Et pour moi, elle reproduit clairement le schéma de ce qu'elle pense avoir vécu. Je m'explique là-dessus. Je suis convaincue que ses parents l'aimaient très fort et qu'il la traitait pas différemment de Lily, mais que juste elle a dû, bien évidemment, se sentir pas assez, vu que les dons de Lily, bah, ils sont un peu unusual. Inhabituel? Ouais, enfin, ils sont... Bah, ça sort de l'ordinaire, quoi. Et donc, du coup, pour les Moldus, quand tu viens d'une famille entièrement née de Moldus et que t'as un sorcier dans la famille, ça doit être effectivement une sorte de choc et une admiration, etc. Bien évidemment, tout le monde était étonné, voulait en savoir plus. Bien évidemment, chaque chose qu'elle faisait en lien avec la magie, ça devait émerveiller un peu tout le monde. Et aussi, le fait que bah, Poudlard soit un internat, ça fait qu'on voit quasiment jamais ses enfants quand on est parent. Ouais, Donc, quand on a été à Poudlard avant, on est habitué, on sait ce qui se passe, etc. On sait comment c'est. Mais quand on est des parents moldus, effectivement, ça doit être dur de voir son enfant qu'on pensait avoir avec nous globalement jusqu'à sa majorité. Bah, en fait, à partir de 11 ans, tu le vois 2 fois par an, ouais, éventuellement une seule fois l'été. ouais, c'est particulier. Et donc, du coup, quand elle rentrait pendant les vacances, j'imagine qu'effectivement, ses parents ne l'avaient pas vue depuis longtemps et qu'ils voulaient sans doute privilégier du temps avec elle, puisqu'elle partait pour de longues périodes. Et donc, du coup, Pétunia était peut-être un petit peu plus mise de côté, entre guillemets, pendant ces moments-là. Mais pour autant, je suis persuadée qu'il lui donnait beaucoup d'amour pour autant et que c'est juste la façon dont elle le percevait, Ouais, Pétunia. totalement. Totalement d'accord. Dans tous les cas, moi, ce que je trouve dur, bon, on va y revenir, hein, mais ce que je trouve hyper dur, c'est que finalement, Pétunia, elle va punir Harry pendant 10 ans de sa vie d'un choix que elle-même a fait. C'est le choix de dire, Ouais, je le prends chez moi. Ça, c'est terrible parce que pareil, enfin, tu vois, c'est quelque chose, je pense que énormément de personnes peuvent faire, de faire un choix, de s'en vouloir d'avoir fait ce choix et de faire subir à l'autre ce choix qu'on a fait soi-même, en fait, finalement. beaucoup de choix. Oui, ouais, ouais, ça faisait une phrase un peu choisie. Non, mais oui, je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, encore une, c'est pas la faute de Harry. Et pourtant, ce qu'ils vont lui faire subir, c'est totalement inhumain. Enfin, et comme tu dis, la première décennie d'Harry, effectivement, il va vivre dans des conditions horribles. Il est dans une famille avec son oncle, sa tante, son cousin, tout le monde qui limite lui crache dessus. Il doit aider à faire les corvées, alors que Dudley, il a rien à faire, il est traité comme un roi. Dudley, il participe à harceler Harry, et pourtant ses parents disent rien. Harry, il a le droit à rien à lui, etc. Enfin, Mm. c'est vraiment un pur paria, quoi. Ouais, totalement. J'ai une petite question pour toi, Lucie. Une question qui va ouvrir un peu à ton imagination. Au fil de la saga, les Dursley ils rencontrent quand même plusieurs sorciers. Alors j'ai deux questions. La première, c'est quelle est la rencontre Dursley sorcier que tu préfères? Oula! En fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense, hein. Est-ce qu'on peut commencer par les citer? Ouais, carrément. Donc, effectivement, dans le un on a Hagrid. Voilà. Ouais. Avant ça, on a bien évidemment les Potter. James et Rogue. Ouais.
D'ailleurs, c'est marrant parce que on peut faire vraiment le parallèle avec Vernon qui déteste Harry pour sa ressemblance avec James, parce qu'en fait, il détestait James. Et de la même manière, C'est Rogue vrai. déteste Harry pour sa ressemblance avec James. Donc il y a quand même un miroir à ce niveau-là, quoi. C'est vrai, j'avais pas fait attention. Ouais. Donc, du coup, effectivement, on a dit sur le un, sur le 2, bon, il rencontre pas vraiment Dobby, donc on peut pas le citer. Non, il rencontre plus ou moins Ron au téléphone. Dans le 3, exactement. C'est dans le 2, non? Non, dans le 3, où Ron appelle C'est dans le 3. chez Harry et Ouais, du coup, il tombe sur Vernon au téléphone. ouais, 4, il rencontre Molly par relation épistolaire, avec la lettre avec les 150 000 timbres. ouais. Et ensuite, il rencontre le reste de la famille dans le 4. Du coup, Les jumeaux. Arthur, les jumeaux, Ron, et Et c'est c'est pas tout. mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Dans le 5, ils reçoivent une beuglante De Dumbledore. de Dumbledore. Et à la fin du 5, il rencontre aussi sur le quai 9 3 quarts Maugrey Folleuil et les autres de l'ordre. Tonks, Molly, Ouais, Lupin. Ouais. Remus. Ouais. Dans le 6, je sais pas s'il rencontre... Dumbledore qui vient chez les Dursley pour récupérer Harry. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et il rencontre Créature. Oui. Et ensuite, dans le 7, on sait que ils se font, ils se font escorter par deux membres de l'ordre. Est-ce que Ouais. tu sais lesquels c'est? Oui, c'est Elphias Dodge. Non. Non, c'est Doris Crockford. Non. C'est qui? Tu vas citer tous les membres de l'ordre. Emily Vance? Non. Je T'as dit sais qui? plus. Emmeline Vance? Non. Vas-y. C'est Estia Jones et Dédalus Deagle. Dédalus Deagle. Mais oui, bien sûr. Comment ai-je pu être aussi stupide? Je ne sais pas. Non, mais ouais, du coup, ça, c'est dans le 7. Ils se font escorter par... bah, je vais revenir après. Mm. Donc voilà, parmi toutes ces rencontres, c'est laquelle celle que tu trouves que tu préfères? Bah alors, clairement, c'est avec des Weasley. Mais alors, laquelle? Elles sont toutes marrantes, en fait, à leur niveau. Je pense que la plus marrante, ça reste quand même Fred et George, avec les pralines longue langue. Euh, mais j'ai quand même un petit amour pour Ron au téléphone. C'est vrai que Ron au téléphone, c'est pas mal. Ouais, même Molly et par relation épistolaire, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal aussi, ouais. Toi, Moi, je ce pense serait que qui? j'aime bien la rencontre avec Dumbledore. Je trouve que c'est Ok. un moment qui est assez important. C'est le dernier moment. Enfin, le Dumbledore sait qu'il va jamais les revoir. Il les a jamais vus, mais il sait que c'est qu'il va mourir dans l'année. Et en fait, il vient quand même reposer des choses avec eux hyper importantes. Et j'aime bien comment est-ce qu'il a cette attitude très Dumbledore, tu sais, un peu j'en ai rien à faire d'avoir Dumbledore des livres, on le précise. Dumbledore des livres, ouais. Très nonchalante en fait dans le salon des Dursley, j'aime bien cette Mm. rencontre. Mais si jamais j'avais une rencontre avec un autre sorcier, je pense qu'il y en a plusieurs que j'aurais bien aimé voir. J'aurais bien aimé les voir rencontrer Kingsley Shacklebolt, puisque du coup Vernon Ouais. idéalise. Ouais, Et c'est ce que j'allais dire au début aussi, quand c'est les gens qu'ils ont pas vraiment rencontrés en vrai. ouais. Et ça, je pense que tu vois, ça aurait été énorme de faire rencontrer les deux parce que du coup, Vernon le trouve presque normal pour un sorcier. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Ouais, J'aurais bien aimé voir si ça restait jusqu'au bout ou si jamais à un moment ça dérapait. Euh, ouais. qui d'autre, toi, t'aurais aimé qu'il rencontre? Bah, Voir. Sirius, du coup. Ah, Même s'ils en entendent parler, du en coup, tant que au fugitif, du début, coup. en tant que fugitif, ils savent pas que c'est un sorcier. Ensuite, quand Harry leur dit oui, mon parrain, c'est un grand meurtrier recherché, machin. Il flippe un peu, mais s'il le voyait en plus un peu squelettique, avec la barbe qui a bien poussé pendant Azkaban et tout, je pense Ça aurait été que rigolo. ce serait assez marrant. Ça aurait été rigolo, ouais.
Ouais. Moi, j'aurais bien aimé les voir rencontrer Rogue, mais adulte. Parce que finalement, tu vois, justement, il y a un miroir entre Vernon et Pétunia et Rogue qui déteste tous Harry, globalement pour les mêmes raisons. Il y a un parallèle entre Pétunia et Rogue parce que il y avait de la jalousie par rapport Allez. Enfin voilà, il y a du regret aussi par rapport à Lily et tout. Et d'un autre côté, Rogue et Vernon, ils ont un dégoût de James. Et j'aurais bien aimé voir Rogue adulte les rencontrer et voir s'il y aurait pu y avoir une discussion, bon, probablement tournée autour de la haine de James, mais voir qu'est-ce que ça aurait pu provoquer une discussion entre eux. Moi, je pense que ça aurait rien donné, pour être honnête. Je pense que... Après, est-ce que tu dis ça, toi, parce que t'es une fan inconditionnelle de Rogue, peut-être? Et que du coup, tout est bon pour rajouter du Rogue par-ci, du Rogue par-là? Mais tu vois, par exemple, ça aurait pu être énorme que Harry Potter 6, au début, on est chez Rogue à Carbone-les-Mines et que d'un seul coup, Pétunia se dise: Oh, tiens, j'adorerais aller visiter la ville de mon enfance. Et que, oh, elle croise Rogue, cet horrible garçon, dans les rues de Carbone-les-Mines avec Vernon. Mais est-ce qu'elle le reconnaîtrait? Et est-ce que lui la Franchement, reconnaîtrait? franchement, je pense que oui. Mais après, tu vois, c'est pareil. Il y aurait aucun des deux qui irait parler à l'autre. Rogue, c'est pas dans son tempérament d'aller voir Non, mais dans une de... rencontre provoquée où d'un seul coup, ils sont dans un parc et oh, ils trébuchent et ils se retrouvent nez à nez l'un avec l'autre, tu vois. Bon, je suis partie dans ma fanfiction, moi. Oui, je vois ça. Non, mais en vrai, ouais, je comprends l'idée. Mais je pense qu'en fait, ça n'aurait rien donné la discussion parce que, en fait, à partir du moment où c'est un sorcier, Vernon, il n'aurait pas d'intérêt et pas d'envie d'aller parler à Rogue, je pense. Et Pétunia, elle aurait pas d'envie non plus de parler à Rogue qu'elle a jalousé, du coup, potentiellement un peu. Et puis, Rogue, lui, ça lui rappellerait trop Lily. Ouais, Et il y a le fait aussi que dès le début, dès qu'ils sont enfants, Rogue, il méprise Pétunia ouais, c'est vrai. dès le début. Donc, il n'aurait pas d'intérêt et d'envie particulière à aller lui parler, je pense. Après, j'aurais bien aimé aussi voir une rencontre avec Luna, parce que elle est très excentrique pour des sorciers, mais je suis sûre qu'elle saurait se montrer très normale pour des moldus, en fait. Ou qu'elle aurait peut-être de la diplomatie, tu vois. Enfin, j'imagine un truc genre il la rencontre à King's Cross, ou bien qu'elle vient, tu sais, justement rendre visite à Harry, ou un truc comme ça. Je pense que à la fois, il pourrait y avoir une illusion de normalité, et qu'elle serait capable de placer le ronflac cornu en plein milieu de la phrase, et que ça aurait pu être très très drôle. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, d'un côté, elle est... Je vois ce que tu veux dire, et en même temps, je pense qu'en fait, elle a... Je sais pas quelle matière elle prend, mais je pense pas qu'elle prenne études des moldus. Euh, Et donc, du coup, en fait, elle n'aurait pas, justement, c'est pas l'intelligence le mot, mais elle aurait pas enfin, le tact ou quelque chose. En fait, elle serait normale, elle serait elle-même, et donc, du coup, elle parlerait, ouais, de choses sorcières, et ils y comprendraient rien, Peut-être. je pense. Je sais pas. Mais il serait capable de la prendre pour une moldue qui sort de l'asile, tu vois. Et de pas la prendre pour une sorcière, je pense. Oui, ça, c'est possible. Il y a d'autres rencontres Dursley sorcier que que, ouais, que t'aimerais voir ou comme ça. Mais du coup, j'avais pas pensé avant, j'avais pas réfléchi, mais ouais, il y a Sirius, et... J'en ai une dernière, alors c'est pas forcément une rencontre en tant que telle, mais c'est plus un peu en mode combat, tu vois. Pas, enfin, comment dire, pas combat, mais voir l'opposition et les ressemblances qu'il peut y avoir entre Vernon et Lucius Malfoy. Parce que finalement, l'un méprise l'autre. Alors la question, ce serait un peu le combat de qui méprise le plus qui, tu vois. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Genre, Lucius Malfoy, c'est l'anti-moldu par excellence, et Vernon, c'est l'anti-sorcier par excellence, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est un peu genre les deux extrêmes, et de voir, euh, d'imaginer une conversation entre deux, ce serait juste lunaire, quoi. Bah, en fait, je pense que c'est pareil. Est-ce qu'il y aurait vraiment une conversation, tu vois? Parce que
Parce que Lucius saurait que c'est un moldu, et donc il aurait pas d'intérêt à lui parler. Et Vernon aurait potentiellement un intérêt que si il savait, il ne sait pas que c'est un sorcier. Et s'il sait pas que c'est un sorcier, oui, il pourrait lui parler, sauf qu'en fait, ouais, ça matcherait pas. Mais c'est marrant. Il y a quand même un truc dans la généalogie Malfoy où avant ils étaient très proches des Moldus, tu vois. Donc, Oui. il pourrait très bien y avoir une histoire. Bon, alors, pareil, là, on part dans la fanfiction, hein, mais d'un Malfoy qui vient au Parlement pour échanger avec des personnalités influentes ou la royauté moldue et qui croise par hasard Vernon dans le métro. Non, pas dans le métro parce que Lucius Malfoy aurait pas pris le métro, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, ça m'intéresserait de voir le choc un peu entre les deux, quoi. Ouais. Bon, du coup, c'est l'épisode 11 hein, pour Lucius Malfoy, si vous l'avez pas écouté. Merci, Lucie. Avec plaisir. Effectivement, du coup, pour continuer un petit peu avec l'histoire, on en a parlé un peu tout à l'heure. En 1995, il y a donc l'attaque des détraqueurs. Et comme tu le disais, effectivement, Pétunia révèle ses connaissances sur le monde magique, donnant des explications à Vernon. Et quand Harry part, elle reçoit une beuglante de Dumbledore qui lui dit, en gros, souviens-toi de ma dernière. Euh, pour lui dire, mais en fait, non, il faut que Harry reste. Voilà, en 1997, pendant l'été, donc c'est l'été où la famille Dursley part du Cat Private Drive, comme on le disait, escortée par deux membres de l'Ordre du Phénix. Et donc du coup, c'est parce que les protections du sang vont cesser à la majorité de Harry, majorité qui, je rappelle, pour les sorciers est à 17 ans. Et on sait aussi que elle va pleurer, Pétunia, dans les bras de son fils quand il va dire des mots gentils de au revoir à Harry. Et quand elle essaie enfin, quand elle sort de la maison, elle essaie de lui souhaiter bonne chance pour sa quête, mais elle se ravise et finalement elle part sans un mot. Et ils partent se cacher là où les mange-morts ne peuvent pas les trouver. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour ces deux scènes coupées dans Harry Potter 7. Dudley qui parle à Harry, effectivement, en restant fidèle au livre et qui lui dit des mots gentils. Et... Enfin, même je crois dans le film, il dit pas, dans la scène coupée, il dit pas spécialement des mots gentils, mais juste il est en mode, bah, je comprends pas trop. Mais bon, en tout cas, voilà, je te souhaite le meilleur, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement, mais c'est quelque chose dans l'idée. Et je trouve ça très chouette comme scène. Et tout comme la scène où Pétunia se confie avec froideur à Harry en, en lui disant, mais en fait, ce soir-là, t'as pas juste perdu ta mère, moi aussi j'ai perdu ma sœur. Et en fait, elle est très froide dans dans son discours. Et pourtant, bah, en fait, on sent qu'elle a plein d'émotions qui sont restées enfermées toutes ces années et que elle n'arrive pas à les faire sortir. Et je trouve que c'est deux très belles scènes et c'est dommage qu'elles n'aient pas été mises dans les films, je trouve. Je pense que J.K. Rowling, elle a dû intervenir probablement pour enlever la deuxième scène coupée parce que, a priori, d'après les archives du monde magique, donc source Pottermore, c'était pas en accord avec sa vision de justement de ce qui pouvait se passer à ce moment-là. En fait, effectivement, Lily, il y a eu Lily, Pétunia, il y a eu des sentiments refoulés depuis très longtemps et tout. Et au moment où ils vont quitter Harry, pour de bon, elle se rend compte qu'elle va jamais revoir les yeux de Lily. Donc, ben, il y a plein d'émotions qui sont mélangées, mais du coup, c'est partagé du coup par l'auteur que que finalement Pétunia aurait pas eu, enfin, il y a eu, ça a été tellement enfoui pendant si longtemps que elle aurait pas réussi à le ramener à la conscience et à dire des choses qui avaient du sens par rapport à Harry à ce moment-là. Ok, ouais, c'est intéressant. Et t'en penses quoi de la scène avec Dudley? Ça, par contre, moi, j'aime bien parce que, bah, franchement, moi, j'aime bien Dudley. En fait, pour moi, c'est un peu un miroir aussi avec Drago Malfoy. Il a juste hérité ce que ses parents lui ont transmis. J'aime beaucoup Ouais. d'ailleurs dans la scène, on parlait tout à l'heure de la scène avec Dumbledore, mais quand il parle des terribles dommages qui ont été infligés à leur fils. Et pour moi, en fait, c'est juste une question de manque d'éducation. Et puis, comme s'il avait été éduqué dans une logique de polarité entre l'éducation de Dudley et l'éducation d'Harry, avec d'un côté tout interdire pour Harry et tout autoriser pour Dudley.
Et donc, du coup, brimer Harry pour donner la sensation de supériorité à Dudley. Donc, tout ça, c'est juste une question d'éducation. Et pour moi, c'est juste un miroir de ce que Vernon et Pétunia ont transposé sur Dudley. Donc, effectivement, il y a un moment où il prend conscience de ce qu'il est, de ce qu'il est devenu et tout, avec les détraqueurs dans Harry Potter 5. Et j'aime bien ce moment où on se rend compte qu'il a changé et qu'il y a eu une transformation. Et d'ailleurs, on sait que Les après détraqueurs. non, que après Harry Potter 7, Harry et Dudley vont rester en contact. Mm. Et ça, je trouve ça chouette, en fait, de savoir ça. Ouais, je suis d'accord. Finalement, ça nous fait une bonne page sur l'histoire des Dursley, un peu suivie du début à la fin. Donc ça fait quand même pas mal d'infos, à la fois qui viennent des livres, mais aussi qui viennent de tout ce qui a été écrit autour. Je sais que ça fait pas Mm. partie du canon officiel pour certaines personnes, mais moi je trouve ça intéressant parce que ça donne vraiment énormément d'informations sur les Dursley, leur caractère, d'où ils viennent. Donc ça me semblait important qu'on en parle. Ouais, je suis d'accord. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi en revenant un petit peu à ce qu'on disait au début. À partir du jour où Dumbledore a répondu à Pétunia en lui disant qu'elle ne pouvait pas suivre les cours à distance, effectivement, la réponse négative de d'Albus, qui l'a profondément blessée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle décidait de s'éloigner le plus possible de la magie, de tout ce qui s'y rattache. Et c'est là aussi ce que je disais, où sa sœur devient pour elle un monstre. Et pour moi, c'est à partir de ce moment-là aussi qu'elle rejette clairement la magie. Et je voulais faire un petit point psychologie. Je ne suis pas psychologue, je précise. Avec Alice, on avait toutes les deux fait une formation sur la programmation neurolinguistique. Et donc, du coup, comme quoi, derrière chaque action, derrière chaque chose qu'on fait ou qu'on dit ou quoi, il y a une intention positive. Et pour tout le monde. Ça peut paraître dingue, mais aussi pour les criminels, en fait, ça se trouve, pour eux, derrière, il y a une intention positive qui est euh, voilà, enfin, satisfaire leur envie ou je ne sais quoi, ou parce qu'ils ont pensé d'une certaine façon. Bref. Pour moi, l'intention positive qu'il y a envers Pétunia, enfin, qu'elle ressent, c'est qu'en fait, elle a été tellement blessée par la réponse négative de Albus, c'est que son intention positive à elle, c'est de ne pas être blessée comme elle l'a été en recevant la réponse. Et en fait, malheureusement, en restant dans ce schéma de je veux pas être blessée, elle va stigmatiser sa sœur et tous les soucis qui vont avec. Donc du coup, James, quand elle le rencontre et qu'elle voit que qu'il répond pas à ses attentes, euh, elle va perdre sa sœur pour toujours à cause de ça. Elle va jamais laisser sa chance à Harry d'être lui-même, d'être aimé, d'être compris. Et, et ce que je veux dire, c'est que oui, en fait, derrière tout schéma, il peut y avoir une intention positive. Et effectivement, c'est bien qu'elle veuille pas être blessée, mais en fait, il fallait aussi qu'elle réussisse à remettre ça en question et de se dire, ben, en fait, oui, je veux pas être blessée, mais si je veux pas blesser à mon tour, ben, en fait, il faut que je change mon schéma. Et peut-être, en fait, il faut que j'aime mon neveu et que je lui permette d'être qui il est. Et le truc, c'est que c'est pareil. En fait, à chaque fois que Harry fait quelque chose de magique, malgré lui, parce qu'il ne le sait pas quand il est petit. Avant ses 11 ans, quand ses cheveux repoussent, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Oui, oui, bah, le rétrécissement du pull Ouais, quand voilà. sur le toit de l'école. Voilà. Tout ce genre de choses, bah, en fait, Harry ne le sait pas. Et si les Dursley l'avaient laissé réagir comme ça, bah, en fait, ça aurait changé déjà beaucoup de choses. Ouais, et en fait, le truc, c'est que je pense qu'au-delà de ça, il y a même quelque chose de plus fort encore. Euh, c'est, tu sais, à un moment, dans le premier tome, Pétunia et Vernon, ils disent un truc du genre comme ça quand Hagrid, il arrive. C'est quand nous l'avons recueilli, nous nous sommes jurés d'en finir avec ses sornettes ou quelque chose comme ça. En mode, Ouais, on veut pas qu'il y ait de la magie dans Harry. Et c'est comme s'ils faisaient tout leur possible pour essayer de d'éteindre et de de l'étouffer, ouais. couper en fait la magie dans Harry. Et alors ce que je trouve très intéressant, c'est de faire le parallèle. Alors ça, j'en parle dans mon livre pour le coup, qui sort le 5 septembre. Je fais ma page pub. Donc en fait, j'en parle dans mon livre du fait que
euh, il y a des cas de personnes dont la magie s'est éteinte. On en connaît plusieurs. Tu vois de qui je veux parler ou pas? Ariana Dumbledore? Ariana, c'est particulier. Alors, c'est un autre type de cas. J'en parle aussi, mais c'est un autre type de cas. Ouais, vu que c'est Là, il y a surtout deux personnages dont, pour moi, j'ai envie de faire un Neville. parallèle. C'est Tonks, Nymphadora Tonks, et Mérop. Où on sait que Tonks, quand elle se Ouais. fait rejeter par Lupin qui veut pas être en couple avec elle et tout, elle a un problème avec son métamorphosis, si je dis pas de bêtises. Et enfin, son système de métamorphomage, et qu'elle n'arrive plus à le faire marcher, et comme si elle perdait une partie de ses pouvoirs. Et de la même manière, Mérop, qui a comme sa magie qui cesse de fonctionner Mm. euh, une fois qu'elle se fait rejeter par Tom Jedusor. Donc pour moi, le point commun entre Tonks, Mérop, c'est que toutes les deux, elles perdent leur magie à un moment où elles sont pas aimées. Et en fait, finalement, c'est un peu ce qu'ils essaient de faire avec Harry, de lui faire subir le pire truc, etc., pour le briser, et dans l'espoir finalement de couper la magie en lui. Alors on est d'accord, hein, maltraitance sur enfant, etc. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que avec Tonks et avec Mérop, il y a cette magie qui s'est affaiblie ou qui a disparu, alors que c'est pas le cas avec Harry? Ben en fait, tout simplement parce que c'est aussi la protection de Lily Ouais, qui vit en lui et du coup qui fait que sa magie peut pas s'éteindre parce qu'il a cette force d'amour où lui pour le coup ben en fait il est aimé au-delà de tout ce qui pourra se passer dans son enfance avec les Dursley qui lui montrent qu'il n'est pas aimé, etc. Mais en fait il a tellement cette force d'amour de Lily qui coule en lui que rien de ce qui peut lui arriver chez les Dursley ne peut le briser en fait. ouais, c'est super intéressant. Et après, c'est pas exactement la même chose, mais Neville, euh, lui, on a essayé justement de le pousser à faire de la magie, et limite assez contre sa vie, quoi. Enfin, certaines choses sa famille a fait, son oncle, sa grand-mère, etc., pour essayer de provoquer ses pouvoirs, pour moi, ça rentre un peu dans la même catégorie de la maltraitance, plus ou moins. Ouais, carrément. Même si, encore une fois, par exemple, leur intention positive, ça reste de déclencher la magie pour qu'il soit un sorcier. Et oui, c'est Ouais, une belle intention. Mais en fait, va pas limite le pousser à mourir pour le sauter de je sais plus quel étage, du deuxième ou du je sais plus combien étage. ouais, C'est pas top niveau éthique. on est d'accord. Ouais, en fait, tout ça, finalement, ça revient à vraiment du racisme anti-sorcier. Donc, j'ai envie de te proposer de continuer l'épisode sur une partie un peu analyse de la personnalité de Vernon et Petunia Dursley. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure dans l'épisode, il y a toujours un motif de pourquoi est-ce que quelqu'un fait quelque chose, pourquoi est-ce qu'il agit d'une certaine manière. Et du coup, bah, en fait, j'ai envie qu'on parle de, en fait, finalement, pourquoi est-ce que les Dursley sont méchants? Pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça? Et d'aller regarder qu'est-ce que ça met en lumière aussi par rapport à eux, par rapport à leur mode de fonctionnement, et puis par rapport à la société en général. Ça te va comme programme? Mhm. Ok. Donc, du coup, pour toi, pourquoi est-ce qu'ils sont méchants, les Dursley? Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ce comportement? Bah, pour moi, Pétunia, je suis convaincue qu'elle veut traiter Harry comme un paria. En fait, elle cherche à reproduire le schéma de ce qu'elle pense avoir vécu, pas ce qu'elle a vécu réellement, mais ce qu'elle pense avoir vécu, euh, en, en étant une moldue vis-à-vis de sa sœur qui était une sorcière et sa sœur était en lumière, etc. Bah, elle veut mettre Harry dans l'ombre. Et donc, du coup, ouais, elle va laisser aucune chance à Harry, aucune chance d'être lui-même, d'être aimé, d'être compris. Ouais, et puis il y a vraiment un truc qui se joue entre Harry et Dudley, effectivement, où elle va faire en sorte de le favoriser. Après, pour moi, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de peur aussi de la part des Dursley. Notamment, déjà, un sorcier, ça les terrifie. Mais alors, Ouais. imaginez un sorcier aussi puissant, un mage noir aussi puissant que Lord Voldemort. Je pense que c'est quelque chose, c'est genre le pire du pire du pire de leur cauchemar, quoi. Et du coup, je sens que c'est comme si, tu vois, ils mettaient tous les sujets déplaisants sous le tapis, pouf, 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 on s'en débarrasse. Et je pense qu'ils sont même capables, en fait, de s'être auto-persuadés tout seuls de l'accident de voiture de James et Lily. Tu sais, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont dans une forme de déni de choses qui leur font peur pour faire genre ça n'existe pas. Ouais, je sais aussi que effectivement les souvenirs ça peut se modifier
avec le temps. Et quand on modifie une histoire un peu dans sa tête, à force de la répéter, ben, en fait, on finit par y croire. Et donc, effectivement, peut-être qu'il croit vraiment à l'accident de voiture, comme tu disais. Après, je pense qu'il y a une partie de Pétunia qui a été forcément traumatisée par rapport à la mort de Lily, mais je pense qu'une partie d'elle a vraiment voulu s'en auto-persuader, ouais. Mm. Mm. Et après, au-delà de ça, bah, il y a d'autres choses qui se jouent. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que les Dursley ils viennent vraiment mettre en lumière aussi cette forme de d'obsession de la normalité dont on a parlé tout à l'heure, mais finalement que ça vient quasiment comme un masque social en fait, dans leur manière de fonctionner. D'ailleurs, on l'a dit au début de l'épisode, ils cherchent à prouver leur conformité au monde extérieur. Et finalement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, qu'est-ce que la normalité? Attention, débat de philo, c'est parti, vous avez 4 heures. Parce que, ben oui, ça c'est typiquement le genre de question que Luna pourrait poser. Qu'est-ce que c'est qu'être normal? Et j'adore, d'ailleurs, on vous réfère à l'épisode sur Luna, hein, comme dirait Lucie. Pour en savoir plus, vous avez qu'à écouter notre épisode sur Luna. L'épisode numéro 5. D'accord, merci Lucie. En vrai, voilà, c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est qu'être normal et finalement se rendre compte que c'est plus une construction sociale qu'autre chose. Ah, Que la bien sûr. normalité, elle peut rassurer, mais elle limite aussi énormément. Moi, je reste persuadée que le fait de rester comme ça dans cette obsession de normalité, comme les Dursley, ça vient éclairer une forme de blocage, en fait, de nos propres blocages identitaires, des peurs, des conditionnements qu'on peut avoir, où on s'autorise pas de libérer notre potentiel et d'être vraiment soi-même. Donc finalement, pour moi, ce serait plus ça, être normal, c'est être soi-même. Et du coup, découvrir sa vraie nature. Et là, clairement, les Dursley, ils se conditionnent dans cette espèce de masque social, dans cette espèce de moule, finalement. Ce que je trouve super intéressant, parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui font des choses pour être comme tout le monde, finalement. Ouais. Et je pense que ça peut être des bonnes questions à se poser finalement aussi à chacun et chacune d'entre vous. C'est est-ce que il n'y a pas une partie de vous que vous censurez pour être perçu comme normal? Finalement aussi, si jamais vous deviez écouter votre vrai vous, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de censurer, mais pour faire plaisir aux autres ou par construction sociale justement? C'est une très bonne question. C'est très profond. C'est chouette comme exercice. Et du coup, t'es pas du tout en état de le faire parce que tu viens de te réveiller. Oui, je le ferai quand je réécouterai l'épisode. Parce que du coup, la première partie de l'épisode, on l'a enregistrée, c'était le matin pour moi, Alice, et le soir pour Lucie. Et là, la deuxième partie de l'épisode, c'est le soir pour moi, Alice, et le matin pour Lucie. Donc peut-être que vous entendez à la petite voix de Lucie qu'il y a un petit décalage de d'énergie, ou pas. Ou pas, super. Non, enfin, en vrai, si jamais on revient justement sur ça, je pense que effectivement, il peut y avoir des gros miroirs sur les comportements individuels, tu vois, de plein de monde finalement dans la société. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'aller regarder ce qu'il peut y avoir derrière cette obsession de la normalité. Donc, Mm. ben aussi la peur du jugement, tu vois, et de se rendre compte que finalement, les Dursley, ils sont juste en train d'incarner des personnes qui vivent pour les attentes de l'extérieur. Et ils ont tout le temps peur du regard des autres. Donc, ils vont Ouais. rejeter ce qui pourrait les différencier. Donc, ben, ils rejettent Harry, ils rejettent la magie, cette fameuse phrase ils avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. C'est bien Merci pour eux. Merci pour eux, c'est bien pour justement cacher les choses qui pour eux ne, ne devraient pas exister ou dont ils ont honte et du coup d'éviter de se faire juger par d'autres en fait. Ouais. Et moi, justement, par rapport à ça, par rapport à l'image sociétale, j'ai envie de rajouter, alors je sais plus, je crois que c'est dans le 5 justement, d'Harry Potter 5, ils reçoivent une lettre un peu au dernier moment de la part de, c'est pas la mairie, mais quelque chose comme ça. Ils reçoivent un courrier et en fait, ils s'absentent très vite. Et en fait, on apprend plus tard qu'ils ont soi-disant reçu un courrier comme quoi ils étaient candidats par rapport à la plus belle pelouse d'Angleterre ou du quartier ou quelque chose comme ça. Et donc, eux, bah, forcément, ils s'y précipitent. Mais en fait, c'est bien dans le 5 hein, c'est ça, c'est Oui, Lord qui a c'est envoyé ça. ça. Exactement, c'est pour Ouais, pouvoir récupérer Harry. Lord envoie une fausse lettre aux Dursley qui les envoie dans c'est un ça. concours de la plus belle pelouse.
Et du coup, ils sont censés être finalistes du concours de la plus belle pelouse. Et en fait, c'est moi ce qui me fait rire, entre guillemets, c'est le fait que, enfin, réfléchissez 2 minutes. Si c'était vraiment vrai, bah peut-être que vous auriez été prévenu avant, non? Pas au dernier moment, parce qu'à tout moment, vous avez un dîner, à tout moment, vous avez ceci, vous êtes en déplacement, peu Ouais, c'est importe. une question de Mais jugeote, effectivement. ouais, mais enfin voilà, encore une fois, ça prouve que c'est tout pour l'image. Et on sait à quel point ils tiennent à leur pelouse. Mm, Bah là c'était l'occasion rêvée pour eux. carrément. Par rapport à ce qu'on a partagé sur toute cette question autour de l'obsession de la normalité, il y a autre chose que je trouve très intéressant de remarquer, c'est justement cette obsession aussi à rejeter ce qui est différent. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est très très visible chez les Dursley et qui mettent en place systématiquement comme un mécanisme de défense, de rejeter tout ce qui sort du cadre, qui les effraie ou qui les met en colère, donc Harry, la magie et compagnie. On met tout dans le même sac. Et puis tous les sorciers qu'ils rencontrent, typiquement, j'adore le passage quand Dumbledore il arrive chez les Dursley et que il y a un petit passage dans le livre, dans le sixième tome, où Dumbledore arrive et du coup il y a un truc du genre Harry se demandait ce que l'oncle Vernon pourrait penser du fait qu'il y ait une personne comme ça qui soit vue par les voisins. Mm. Au-delà, enfin du coup le fait de rejeter la différence comme ça peut aussi être un miroir de qu'est-ce qu'on rejette de soi. Et du Ouais, coup, finalement que cette différence qu'on rejette chez l'autre, c'est la différence qu'on rejette en soi. Et finalement, ben, à travers cette projection de dire on rejette la magie, les Dursley, ils sont aussi en train de rejeter l'intuition, l'extraordinaire et puis tout ce qui sort de leur contrôle. On voit bien qu'ils ont ce besoin absolu que tout dans leur quotidien soit millimétré, que la maison soit impeccable, que tout est, voilà, la pelouse la plus belle, etc. Et tu vois, il y a vraiment ce besoin finalement de contrôle et la peur du chaos aussi qui pourrait y avoir. Et ça, souvent, ça peut montrer ce truc-là, un truc en lien avec un malaise à l'intérieur, tu vois. La peur du un rejet, la mal-être. peur du vide, ouais, un mal-être, oui, un mal-être, pardon, merci. Mais du coup, derrière, bah, en fait, t'es dans la maîtrise et t'étouffes et du coup, tu vis plus, tu vois. Mm. Et c'est un peu ça, avec leur petite vie comme ça, banlieusarde, bien rangée. En fait, ils sont pas du tout en train d'accepter de vivre. Donc derrière, ben, ouais, il y a de l'évitement de soi, il y a comme une fuite finalement de qu'est-ce qu'ils sont en train de rejeter pour rester acceptable aux yeux des autres. En fait, Ouais, ça ramène, enfin moi, ça me ramène vachement de la tristesse pour eux, quoi. bah totalement, parce ils vivent à travers les yeux des autres et à travers ce que les autres pensent. Là où, bah en fait, vis ta vie pour toi, tu vas la vivre qu'une fois. Mm. Et c'est marrant, il y a une phrase que je vois, c'est dans les toilettes de ma salle de sport. Ok. Il y a une phrase, euh, c'est You only live once, but if you do it enough, once is enough. Donc tu ne vis qu'une fois, mais si tu le fais assez bien, euh, une fois est suffisante. Et, euh, et du coup, bah là, clairement, j'ai envie de leur dire au Dursley, bah, est-ce que vous êtes contents? Ouais, ouais, c'est clair. Est-ce qu'ils sont vraiment heureux dans cette vie? Et après, peut-être que oui, et puis tant mieux pour eux. Mais moi, Ouais, personnellement, une vie comme ça, j'en veux pas, quoi. ouais, moi non plus. Mais par contre, derrière, ça demande du courage, justement, d'en sortir d'un truc comme ça, de ce genre de conditionnement, etc. Parce que ça demande d'accepter, d'aller voir justement ce qu'on refoule, ce qu'on est en train Ouais, de rejeter en termes de différence, mais de part de soi. Et ça, c'est, tu vois, si on va vraiment sur des trucs de philosophie, ben, Carl Jung, il en parle super bien, c'est la part d'ombre à l'intérieur de soi. Et finalement, Harry, c'est un peu leur refouloir de la projection de toute leur part d'ombre intérieure, de toutes ces choses qui refusent comme l'intuition, tout ce qu'ils ne maîtrisent pas, l'extraordinaire, etc., quoi. ouais, totalement. Donc, pour terminer un peu cette partie, j'ai envie de ramener, tu sais, Lucie, on dit dans notre introduction que on a envie de ramener de la magie dans la vie des gens. Et je trouve que justement, se libérer de la normalité, c'est une belle manière justement de ramener de la magie en fait dans sa vie. Parce que c'est une forme de justement de retrouver sa magie personnelle, sa magie intérieure. Et moi, ce que je trouve beau, c'est que Harry, même si il est opprimé,
par les Dursley, etc., il garde cette lumière intérieure. Il n'est pas normal, pour le coup, parce qu'il est pleinement lui-même. Je trouve que le conformisme, c'est souvent le pire ennemi, justement, de la magie personnelle, de chacun. C'est beau. Je sais pas ce que t'en penses, toi, si ça te parle, ce que je partage. Oui, totalement. Parce que à partir du moment où tu cherches à te rentrer dans une case, et donc la case de ce qui plaît aux autres, ce qui plaît à la société, euh, comment, comment faire pour être comme tout le monde, bah en fait, tu brimes les parties de toi qui ont envie d'être créatives, qui ont envie d'être différentes et qui font juste que t'es toi-même. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est clairement la, la, la magie qui est en nous, en fait, elle, la plupart du temps, elle s'efface quand on... Enfin, ouais, elle se dissipe plus ou moins quand on commence à grandir et que, en fait, on doit rentrer dans les cases. Quand on nous apprend, ah ben non, mais tu dois te comporter comme ça en société. Ah ben non, mais quand tu dois manger de cette façon, à table, avec, voilà, enfin, avec les codes de la société qui te sont donnés. Si jamais tu es en Europe, bah, la plupart du temps, c'est avec fourchette, couteau, cuillère. Si jamais t'es en Inde ou quoi, c'est plus avec les mains ou ce genre de choses, mais peu importe en fait. T'es conformé par la société, par les normes, par tout ça. Alors que bah, si vraiment il n'y avait pas de normes, ce serait peut-être un petit chaos à certains points de vue, mais au moins tout le monde serait beaucoup plus lui-même. Hmm. Hmm. C'est pour ça que t'es parti voyager, en fait. Exactement. J'en avais marre de manger avec un couteau et une fourchette. C'est bon, on mange comme ça en Nouvelle-Zélande, je préviens. Spoiler alerte. Ouais. En tout cas, ouais, enfin, vraiment, voilà, pour clôturer cette petite page introspection, je pense que l'exemple des Dursley pose vraiment à réfléchir sur le fait de vouloir rentrer dans un moule. Moi, j'aime bien dire qu'à force de trop vouloir rentrer dans un moule, on finit par devenir tarte. C'est un peu ce qui se passe avec Ouais, les j'aime bien. Dursley. C'est vrai. Je trouve que ça étouffe complètement justement la richesse intérieure. Donc, mon mot de la fin, c'est cessons à chercher d'être normal et commençons à être vrai. Parce que la vraie magie commence là où s'arrête le fait de vouloir être comme tout le monde. C'est une très belle phrase. C'est de toi ou c'est de ChatGPT? C'est- Je T'es rigole. sérieuse? Je rigole. C'était une blague. Non mais je rêve quoi. Tu viens douter de ma propre sagesse intérieure quoi. Ah non. Tout le monde sait que t'es une serre d'aigle. Bah ouais. Bon d'ailleurs, justement, serre d'aigle, créativité, imagination, tout ça, j'ai une petite question pour toi Lucie. Pour ouvrir des perspectives, alors je change complètement de thématique, on est dans du beaucoup moins sérieux. Mais j'ai envie de proposer, bon alors ça fait très fanfiction dit comme ça. Et si Pétunia avait épousé quelqu'un d'autre que l'oncle Vernon, quel type de mari est-ce qu'elle aurait pu avoir? Alors, je pense très sincèrement qu'il aurait été un peu similaire dans le sens où, euh, en fait, on vient chercher quelque chose chez l'autre, que ce soit conscient ou inconscient. Et clairement, Pétunia, elle cherche quelqu'un qui soit normal. Et donc, normal et ordinaire. Et pour moi, il n'y a rien de plus chiant que ça, désolée pour le mot. Pour moi, elle aurait eu quelqu'un de normal et ordinaire aussi. Après, est-ce qu'il aurait fait un différent travail? Est-ce qu'il aurait fait, il aurait été physiquement différent? Sans doute. Mais je pense que ça aurait été quelqu'un de similaire. Après, par contre, si la question c'est qu'elle n'avait pas eu ce rejet de la magie et cette quête de l'ordinaire et du normal, oui, elle aurait eu quelqu'un de bien différent sans doute pour le coup. Et quelqu'un qui, enfin, ça aurait été beaucoup plus intéressant, je pense, dans sa vie. Après, qui suis-je pour juger ce qui est intéressant pour elle ou pas? Ouais. Tu crois que Rogue, il aurait pu finir avec Pétunia par regret de pas avoir eu Lily? Non. Tu crois ça, toi? Non. Ok. Non, je crois pas du tout. Je pense qu'il avait tellement de dégoût pour Pétunia que c'est pas la peine Ouais. d'imaginer ça. Mais ça me fait triper d'imaginer ça quand même. Toi, t'en penses quoi?
Ben, en fait, moi, alors pour le coup, vraiment fanfiction. J'avais lu une fanfiction incroyable et j'ai pas retrouvé le nom de cette fanfiction. Dès quand ça? C'était quand t'étais au collège-lycée? Ah oui, c'était ma période collège-lycée, j'ai lu énormément de fanfiction. Et j'en ai lu une qui était incroyable, où Pétunia se mariait avec un scientifique, un chercheur moldu, qui était hyper connu et tout. Et en fait, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, et donc ils élevaient Harry comme leur propre enfant. Et du coup, c'était une histoire complètement différente parce que pour le coup, il était vraiment élevé dans de l'amour et comme leur propre fils, mais à travers la science moldue. Et donc, en fait, au moment où il reçoit sa lettre de Poudlard, bah, c'est le premier à dire mais n'importe quoi, la magie ça n'existe pas parce que il est en mode scientifique, hyper cartésien et tout, enfant surdoué. Et du coup, à essayer de démonter les preuves. Et du coup, il y a McGonagall qui vient rendre visite chez les Dursley, du coup, enfin chez Pétunia et son mari, et chez Harry, pour bah, du coup expliquer que la magie existe, que c'est vraiment une école de Poudlard, que c'est pas une blague, etc. Et du coup, Harry, il dit mais n'importe quoi, ça n'existe pas, prouvez-le-moi, etc. Et puis du coup, McGonagall se transforme en chat. Et du coup, Harry de 10 ans, surdoué, qui a un niveau de fac en sciences, donc le truc complètement improbable. Mais moi qui ai fait des études scientifiques, ça m'a fasciné. Harry qui bondit en disant mais n'importe quoi, c'est pas possible, vous venez de violer le principe de conservation de l'énergie. Et du coup, ça part avec des gros délires scientifiques, et ça m'a fait beaucoup triper. Donc, honneur à cette personne qui a écrit cette fanfiction, dont je me souviens plus le nom, mais qui était absolument incroyable. Hello hello, ici Alice en direct de la post-prod. Alors je pense qu'on doit être sur écoute parce que peu de temps après l'enregistrement de cet épisode, on m'a proposé sur Instagram un réel qui parle justement de la fameuse fanfiction en question. Donc c'est assez flippant, assez magique aussi. La fanfiction en question s'appelle Harry Potter et les méthodes de la rationalité. Elle a été traduite de l'anglais et l'original en anglais s'appelle Harry Potter and the Methods of Rationality, tout simplement. Voilà, donc aux sorciers scientifiques fans de fanfiction, bonne lecture. Et du coup, moi, je veux savoir, il va à Poudlard ou pas au Ah bah oui, final? il va à Poudlard, et sauf que du coup, Ok, il questionne tout ce qui se passe au niveau de la magie, il essaie de comprendre la physique derrière. Donc, ben, par exemple, il va se retrouver, tu sais, avec l'équivalent du sac d'Hermione, le sac magique d'Hermione. ouais. Et en fait, il essaie de comprendre quelle est la phrase qu'il doit dire pour réussir à récupérer l'objet. Du coup, parce que du coup, il comprend pas. Il se dit, mais si je dis morny d'or, je vais me récupérer avec des morny d'argent, je vais me récupérer avec des morny d'argent. Mais si jamais j'épelle le nom, le mot, plutôt que de dire les lettres du mot, est-ce que ça va marcher? Si jamais je donne la formule chimique du métal argent, est-ce que ça marche? Bref, ça part dans des délires scientifiques de dingue pour essayer d'expliquer ce qu'il peut y avoir en termes de physique derrière la magie. Et moi, j'ai adoré ces trucs. C'est marrant. Ah ouais, c'était excellent. Alors par contre, c'était un truc hyper long. Franchement, euh, petite pensée aux parents, j'ai dû passer des heures et des heures à lire cette fanfiction. Parce qu'on me dise, mais tu passes beaucoup trop de temps sur l'ordinateur. Oui, oui, mais je lis des trucs très intéressants. Trop Voilà, drôle. papa et maman, petite pensée pour vous, des bisous. Papa et maman, moi, je lisais pas des fanfictions. Moi, j'allais juste sur le site de Pottermore et je faisais les duels, les trucs. C'était trop bien. Et ben, je pense qu'on a fait globalement le tour de cet épisode. Tout à fait. Euh, Il y a juste une petite tradition quand on parle d'un personnage et de venir faire sa une de journal. Et donc, du coup, trouver un nom, un titre pour un sous-titre pour Pétunia et Vernon. Ouais, Pour Pétunia, alors moi j'ai marqué tout simplement Pétunia Dursley entre haine et amour pour ok, rappeler le langage des fleurs. ok. Pour Pétunia, ouais, j'ai proposé Pétunia, la sœur oubliée, jalouse et aigrie. Ça marche aussi. Ça adresse un sacré portrait. Ouais. Pour Vernon, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors, pour Vernon Dursley, l'antisocié par excellence, le sang pur des Moldus.
Pas mal. Ah, j'aime bien. Et toi? Moi, c'est Vernon Dursley, ordinairement ennuyant. Ah, c'est trop bien aussi. C'est trop bien. Et en fait, moi, ce que je voulais partager dans le titre que j'ai proposé sur donc l'anti-sorcier par excellence, le sang pur des Moldus, c'est vraiment, tu sais, quand J.K. il s'était posé la question de est-ce que Dudley potentiellement pourrait avoir un enfant qui soit Ouais, sorcier et tout. Et finalement, la conclusion, c'était de dire, mais en fait, il n'y ouais. a aucune chance que des jeunes sorciers aient survécu au sang de Vernon. Et Mm. j'aime bien cette théorie-là parce que je trouve que ce truc de sang pur des Moldus, ça le représente quand même vachement bien. Mais j'adore C'est vrai. extraordinairement, Ordinairement normal. ordinaire, Ennuyant, pardon. ordinairement ennuyant. J'adore. Ouais. Et moi, j'en avais un à proposer aussi pour les Dursley, de manière plus générale. Mhm. Donc, moi, j'avais les Dursley ou la normalité comme bouclier. C'est pour un peu le sum-up le résumé de l'épisode, quoi. Ah, c'est bien. Ce qui me vient comme ça, parce que du coup, je l'ai pas préparé, ce serait les Dursley, cauchemar de voisinage. Pourquoi cauchemar de voisinage? Bah, parce que ils sont toujours en train de regarder ce que font les voisins, ils sont toujours en train voilà, d'avoir la pelouse la plus parfaite, de montrer qu'ils ont une nouvelle voiture, euh, de Ouais, montrer ceci, de montrer cela, toujours à se dire ah ouais, mais là, il y a des chouettes qui viennent, non, mais les voisins, ils vont pas être d'accord avec ça. Et puis après, ils vont bien évidemment voir Mrs. Fig pour qu'elle s'occupe de Harry, etc. Donc, ouais. c'est ce qu'on disait un peu avec l'image sociétale. Et sauf que quand t'es leurs voisins, bon, ça va, ils font pas la fête tous les soirs. Ils sont pas relous sur ce niveau-là. Mais ça va être plus, ouais, quand tu les as comme voisins, enfin, moi, je serais pas tranquille. Savoir qu'ils m'épient tout le temps, qu'ils regardent à quelle heure je sors, à quelle heure je reviens, Ouais, oui, c'est clair. c'est un peu creepy. Bah oui, avec son long cou, là, la petite Unia, elle espionne tout le monde. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ok, pas mal, pas mal. J'aime bien. Bah, c'était encore un bel épisode. Heureusement, on n'a pas trop parlé de Dudley. Ça permettra de faire un épisode un peu à part. Mais c'était déjà bien chargé. Merci Alice pour tes partages. Eh ben, merci Lucie aussi. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec toi. Bah, grave, j'espère que pour vous aussi qui nous écoutez, c'est un plaisir de nous entendre et de nous entendre parler de Harry Potter. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, profitez bien de votre été, en espérant qu'il soit un peu plus magique que celui que Harry vit tous les étés. Ouais, en espérant de vous sortir de la normalité des Dursley. Ouais, Allez, ciao! bisous! Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Lumos. Enchantement accompli.